Bien, bonjour à tous. Alors avant tout, je tiens à remercier vivement la SMCC donc pour l'invitation renouvelée, et puis je tiens vraiment à vous féliciter pour l'organisation de ces journées. Alors je vais vous parler du côté virologie, donc notre retour d'expérience qu'on a vécu nous au laboratoire central de virologie. Alors évidemment, le diagnostic, tout le monde le sait maintenant, c'est d'abord une détection du génome, ou alors une détection des antigènes, ou alors la détection des anticorps. La détection du génome, c'est ce qui a été le plus utilisé. L'ART-PCR, c'est le test de référence. Ça permet donc c'est une PCR précédée d'une rétrotranscription, puisque c'est un virus ARN, donc on va aller chercher l'ARN du virus dès les premiers jours des symptômes, voire même avant le début des symptômes. Donc c'est une méthode qui est très sensible, très spécifique. Ça reste coûteux par rapport aux autres méthodes. La détection des antigènes, c'est des tests rapides par immunochromatographie, ça détecte les protéines virales. Ça reste spécifique, mais peu sensible. Et puis la détection des anticorps, donc la détection des anticorps, les IgG, les IgM, soit par des tests automatisés ou alors par des tests rapides. Ici, vous avez un tableau qui regroupe ces méthodes en diagnostic direct et indirect. Dans le diagnostic direct, vous allez retrouver donc la détection du génome et la détection des antigènes. On a besoin d'un prélèvement respiratoire. Le plus utilisé a été l'écouvillonnage nasopharyngé, parfois l'oropharyngé. La méthode pour la détection du génome, donc, comme je disais tout à l'heure, c'est la PCR, la RT-PCR, mais il y a eu également d'autres méthodes qui ont été développées, notamment la RT-LAMP ou la TMA, donc des méthodes d'amplification isotherme, et puis évidemment le séquençage, la détection donc, des antigènes par immunochromatographie ou immunofluorescence, et la détection des anticorps ici, où on a plutôt besoin d'un prélèvement sanguin. Et ça va se faire par des méthodes ELISA ou des méthodes de chimiluminescence pour les tests automatisés, des méthodes d'immunochromatographie et d'immunofluorescence pour les tests rapides. Alors, je vais partager avec vous les résultats d'une étude qui a été faite au laboratoire central de virologie et qui a fait l'objet d'un travail de thèse pour l'obtention donc du diplôme de docteur en médecine. C'est une étude descriptive rétrospective. Elle a intéressé la période, donc le tout début du diagnostic du SARS-CoV-2, donc entre avril 2020 et mars 2021, une année. Et dans cette étude, on a inclus uniquement les échantillons provenant du CHU. Il faut savoir qu'on recevait également des prélèvements de la région Rabat-Salé-Kénitra. Mais on a inclus dans cette étude que les prélèvements du CHU, et ça concernait aussi bien les patients que le personnel. Alors, ce qu'on a fait pour l'extraction, donc c'est des extractions automatisées, les 3 étapes, lyse, lavage et élution. Donc le principe, c'est la libération de l'ARN viral par la solution PK et le tampon de lyse, et puis la liaison de cet ARN à des particules magnétiques, et puis ensuite l'élimination de tout ce qui est débris. Donc on a utilisé 2 types d'extracteurs automatiques, le BioAir, le Big Fish. Et puis vous avez une image en dessous des plaques, donc c'est des extractions qui se font sur des plaques de 16 puits chacune. Donc on pouvait faire une extraction de 32 échantillons à la fois, et ça prenait à peu près une demi-heure. Donc on a travaillé sous poste de sécurité microbiologique. L'amplification, au tout début, on a utilisé donc, le réactif GenFinder, et puis rapidement on est passé au kit marocain Massir. Donc ces réactifs étaient fournis par le ministère de la Santé. Alors le kit Massir, c'est une PCR multiplex qualitative, donc d'amplification in vitro selon la technologie Tachman ou sonde d'hydrolyse. Et donc ça permet la détection de 2 gènes du virus, le gène S, donc la protéine spike, et puis le RDRP, c'est-à-dire l'ARN polymérase ARN dépendante du virus. Et puis ça permet de détecter aussi un contrôle interne cellulaire. Donc vous avez ici 2 exemples de thermocycleurs qui ont été utilisés, l'ExyCycler à droite de Bionir, et puis surtout donc, le QS5 Thermo Fisher d'Applied Biosystems.
Ici, donc, c'est les deux réactifs qu'on a utilisés. À droite, le GenFinder, et puis à gauche, le réactif Massir, tous les deux, donc, qui se présentent sous la forme de 100 tests. Ce qui a été recommandé dans le cadre du diagnostic par PCR, c'est de toujours utiliser des tests qui détectent au moins 2 gènes du virus. Donc vous avez en jaune le GenFinder qui permet la détection donc, du gène R, du gène de l'enveloppe et du gène de la nucléocapside. En rouge, le kit Massir qui permet, lui, la détection donc, du gène RDRP et de la protéine Spike. Pas dans le cadre de la pandémie, mais un petit peu plus tard, dans le cadre donc, de nos marchés cadres, nous avons reçu donc, des automates de PCR, donc le gène expert. Nous avons reçu donc, 2 gènes experts de Cepheid, de 4 modules chacun, et puis les FilmArray donc pour la PCR multiplex. Et donc ces 2 automates permettent aussi la détection du SARS-CoV-2, mais en test unitaire. C'est un petit peu l'avantage quand le débit n'est pas très important. Donc le gène expert en vert, c'est les protéines E, c'est les gènes E et N, et le FilmArray tout en bas en bleu, c'est le gène S et le gène de la membrane. Alors, il faut savoir qu'on faisait, avant donc, l'avènement du Covid, on faisait déjà de la PCR au laboratoire, ce qui fait qu'on a utilisé les locaux qui existaient déjà pour la PCR. Donc, on a utilisé notre local d'accueil et de saisie pour tout ce qui est phase préanalytique, le local d'extraction, le local propre, donc c'est des petits locaux séparés. Le local propre, c'était pour la préparation C, pour la préparation du mix réactionnel. La salle d'amplification, donc c'est là où se fait la jonction entre le mix réactionnel et l'extrait, et c'est là où on fait la PCR. Et puis un local décongélateur qui a rapidement été dépassé par le nombre de prélèvements reçus. Alors les résultats de cette étude, durant donc, cette période d'une année, nous avons reçu 219 540 échantillons, dont 19 816 étaient positifs, donc un pourcentage de positivité de 9% durant cette année-là. Mais nous n'avons inclus dans l'étude que 4002 échantillons, donc les échantillons du CHU. Alors le taux de 9%, on l'a comparé un petit peu aux données de la littérature. Durant la même période, c'était du 35% en Équateur, par exemple, et c'était du 0% en Australie. Et puis les données marocaines, ça allait de 0,42 à 25%. Alors j'ai essayé de faire une répartition des échantillons qu'on a reçus depuis le début, avril 2020 jusqu'à aujourd'hui. Donc ce qui est en bleu ciel, c'est les échantillons reçus. Ce qui est en bleu plus foncé en bas, c'est les positifs. Donc on retrouve effectivement les 4 vagues qu'a connu le Maroc. Ça rejoint un petit peu le schéma en bas qui représente donc les données marocaines et qui a été présenté par professeur Filali. Alors ici, c'est des chiffres dont M. Filali a déjà parlé. Dans le monde, donc 598 millions de cas, 6 millions de décès. Au Maroc, 1,3 million de cas et 16 000 décès. Et puis, une donnée en plus ici, c'est le nombre de personnes qui ont été complètement vaccinées au Maroc. Donc 23 millions, ce qui représente à peu près 63% de la population. Ici, c'est la répartition des variants au Maroc. Donc, c'est des données que j'ai essayé d'extraire de GISAID au 1er septembre 2022. Regardez ici, donc il y a eu plus de 12 millions de séquences qui ont été soumises à cette base de données GISAID. Et les souches marocaines, vous les avez ici, c'est 955. C'est dans le tableau, ici, 955. Et vous avez donc la répartition. Donc c'est le variant alpha, 19%, le variant delta, 30%, et en rouge, c'est le variant omicron, 51%. Ici, c'est une répartition en fonction des vagues. Donc, vous voyez que la première vague est survenue donc avant qu'on commence à séquencer chez nous. Donc, la première vague,
Il y a des choses qui me manquent ici. Oui. Alors, donc la deuxième vague, c'est ce que vous voyez qu'il y avait de la circulation donc, du alpha, mais c'est là où a commencé le delta. Et puis, la vague numéro 3, vous voyez l'apparition donc, du Omicron, le BA1, et ensuite, la dernière vague, c'était le Omicron BA2. Voilà, donc cette quatrième vague, on voit que le nombre d'échantillons a chuté, le nombre de positifs a chuté, mais c'est finalement la vague où la majorité des personnes a été infectée. Ceux qui n'ont jamais eu le Covid l'ont eu dans la vague 4. Donc c'est juste qu'on ne faisait pas beaucoup de prélèvements comme les vagues antérieures. Donc l'étude, donc sur une année, vous voyez un pic entre 20 et 30 ans. Donc les personnes touchées entre 20 et 30 ans, et puis l'âge médian était de 44 ans. Ce qui est intéressant, c'est que les moins de 18 ans ne représentaient que 4% des cas. Donc le pic durant cette période d'étude, c'est le mois de novembre. La répartition par hôpital, c'est évidemment l'hôpital Ibn Sina qui a envoyé le plus de prélèvements, ensuite l'hôpital d'enfants, ensuite la maternité Suissi. C'était les trois principaux hôpitaux qui ont dû s'occuper de la pandémie. Et puis ça, c'est la répartition par service. Donc logiquement, on retrouve la salle de prélèvement au niveau de l'hôpital Ibn Sina, ensuite la salle de prélèvement de l'hôpital d'enfants et ensuite les unités Covid à l'hôpital Ibn Sina. C'est des services qui ont été transformés en services Covid. Pour ce qui est des données cliniques, on retrouve donc les deux principaux facteurs de comorbidité, c'est le diabète et l'hypertension. Une méta-analyse de Baradaran retrouve les mêmes comorbidités. Alors, on dit que le diabète entraîne une dérégulation des réponses immunitaires par les cytokines, notamment l'interleukine 6, et donc une atténuation de la signalisation anti-inflammatoire. Et puis, pour l'hypertension, donc cette relation possible entre l'hypertension et le Covid, on l'explique par le rôle de l'ACE2, donc le fameux récepteur du virus, l'enzyme de conversion de l'angiotensine, qui est un élément clé de la physiopathologie de l'hypertension artérielle. Pour ce qui est de la symptomatologie, vous avez tout en haut les principaux symptômes retrouvés dans notre étude, la fièvre, la toux, les céphalées, la dyspnée, les myalgies et le mal de gorge. On a eu des patients asymptomatiques dans les positifs, 10%. Il y a eu une revue systématique et une méta-analyse qui a retrouvé donc une proportion des asymptomatiques très variable, entre 4 et 41%. Alors, nous avons essayé de faire des corrélations. Nous avons trouvé une association significative entre la symptomatologie et l'âge. Donc, les enfants font plus d'infections Covid asymptomatiques par rapport aux adultes. Association également significative entre la présence ou non de symptômes et la présence du diabète. Les diabétiques font plus de formes symptomatiques. Côté virologie, nous avons réparti nos échantillons en positifs forts, donc un CT en dessous de 20. Donc, pour rappel, plus le CT est bas, plus la charge virale est importante. Donc les positifs forts, c'est ce qui est en vert, 29%, ça correspond à une excrétion virale forte. Les positifs tout court, c'est une excrétion virale significative, c'est ce qui est en rouge, 53%. Et puis les positifs faibles, où le CT est supérieur à 31, donc une excrétion virale qui est modérée, voire faible. Donc pour ça, nous nous sommes basés sur les données de la notice Massir, mais aussi sur les recommandations de la Société française de microbiologie, donc qui correspondait au kit Massir. La corrélation entre la charge virale et l'âge, donc nous avons trouvé que le pourcentage de positifs faibles est plus élevé chez les enfants que chez les adultes. Donc les enfants présentent des infections Covid avec des charges virales plus faibles. Nous n'avons pas trouvé d'association significative entre la charge virale et la présence ou non de symptômes, ce qui est en faveur du potentiel de transmission des patients asymptomatiques. La présence de la dyspnée et ou de la détresse respiratoire ont été associées à des charges virales plus faibles, donc des CT plus élevés, et ça s'explique par le fait que les symptômes respiratoires seraient plutôt à médiation immunitaire et donc que ces symptômes vont persister pendant la clairance virale. Pas d'association significative entre la charge virale et la présence de fièvre ou de diarrhée.
Par contre, une association significative entre la charge virale et la présence de céphalée, d'anosmie, d'hyposmie et ou d'agueusie. Donc les patients qui avaient ces signes-là avaient des charges virales beaucoup plus élevées. Nous avons également fait de la sérologie au laboratoire. Donc là, je vous donne les différents types de tests sérologiques qui existent. Donc c'est soit des tests unitaires par immunochromatographie, par immunofluorescence. Ce sont forcément des tests qualitatifs. Et puis les tests automatisables par ELISA, par chimiluminescence. Et là, ces tests peuvent être quantitatifs ou qualitatifs. Les tests automatisables sont forcément faits au laboratoire, ils ne peuvent être faits qu'au laboratoire. Les tests unitaires, donc c'est soit les TDR, les tests de diagnostic rapide, qui sont faits au laboratoire, les TROD, les tests rapides d'orientation diagnostique, qui peuvent être faits en pharmacie, au lit du patient, donc par un personnel de santé, mais pas forcément un biologiste. Et puis vous avez aussi les autotests. Donc des images de tests automatisés et de tests rapides. Ce qu'on a utilisé, nous, c'est le test automatisé sur Automate Architect. Alors le fameux schéma donc, des marqueurs virologiques du SARS-CoV-2, et là vous retrouvez donc les anticorps qui vont apparaître, d'abord les IgM, ensuite les IgG, mais tout de suite après les IgG. Ces anticorps vont apparaître à la fin de la première semaine, début de la deuxième semaine, après le début des symptômes. Alors, ce qu'on a utilisé au laboratoire, c'est le test sur Architect I2000 ou Architect I1000, qui fonctionne selon la technologie de chimiluminescence microparticulaire, qui permet la détection ou la quantification des anticorps anti-SARS-CoV-2 de type IgG. On n'a pas utilisé les IgM. Là aussi, c'est un réactif qui a été fourni par le ministère. Alors, au tout début, nous avons utilisé le test qualitatif qui détecte les anticorps anti-nucléocapsides, et puis ensuite le test quantitatif qui, lui, détecte les anticorps anti-protéines S. Alors, nous avons utilisé un contrôle interne de qualité qui passait tous les jours. Bon, ça, c'est pour le test quantitatif. Donc, il y avait 3 niveaux, un négatif, un positif faible et un positif fort. Donc, c'est le contrôle interne de qualité. Et puis, nous avons participé aussi à une évaluation externe de la qualité. Donc, c'est le programme SARS-CoV-2 sérologie infectieuse, programme mutualisé donc, entre le CTCB et biologie prospective et géré par biologie prospective. Donc, vous avez ici le résultat, la date de passage, donc la note obtenue, la valeur, la moyenne, et puis le biais et le Z-score avec donc une traçabilité de la personne, du technicien qui a travaillé et du biologiste qui a validé. Voici nos résultats donc de ces sérologies. La première enquête de séroprévalence, c'était pour l'année 2020. Vous avez ici le total des échantillons reçus et puis le total des positifs, donc une prévalence à peine de 0,85 au tout début. Et puis cette séroprévalence qui passe à 22% sur l'année 2021. Je rappelle que le vaccin anti-SARS-CoV-2 a été introduit au Maroc vers le mois de janvier 2021. Donc on pourrait discuter cette valeur, on pourrait dire, donc ici c'est les anti-N, c'est la détection des anti-N, donc on pourrait dire que ce chiffre-là pourrait refléter un petit peu la séroprévalence de l'infection, donc évidemment pour les personnes qui n'ont pas été vaccinées ou alors qui ont reçu le Pfizer. La deuxième enquête, vous voyez des chiffres beaucoup plus importants de séropositivité, donc autour de 80 à 90%. Et donc ça, par contre, c'est les anti-S. On a eu le Sinopharm, on a eu le Pfizer. Donc là, on ne peut pas savoir si c'est une séropositivité liée à l'infection ou liée à la vaccination. Alors, l'impact de la pandémie sur l'organisation du laboratoire, il y a eu évidemment cette augmentation abrupte de la charge de travail, un stress énorme pour le personnel, cette peur du risque d'infection par le personnel, le manque de ressources initialement, la réticence du personnel. Il y a des gens qui ont refusé de travailler dans les paillasses Covid en disant « moi j'ai une maladie chronique, moi j'ai des enfants », des choses comme ça. Par contre, et à l'opposé, donc il y a eu d'autres personnes qui ont dit, qui n'avaient rien à voir avec le Covid, qui ont dit « moi je veux bien travailler dans la paillasse Covid ». Donc il y a eu un redéploiement du personnel après formation évidemment et habilitation. Et puis l'intervention des résidents
qui a été vraiment précieuse durant cette pandémie. Les résidents ont été d'un apport inestimable, donc je les en remercie aujourd'hui. Et puis il y avait ces histoires de pooling, donc là aussi, est-ce qu'il fallait pooler, est-ce qu'il ne fallait pas pooler? C'était la décision qui était difficile parce que c'était finalement une charge de travail en trop. Cette pandémie n'a pas eu que des inconvénients. Nous avons pu acquérir de nouveaux équipements, des extracteurs, des thermocycleurs, des enceintes thermiques et puis un séquenceur en cours d'acquisition. Il y a eu l'affectation de nouveaux biologistes, l'affectation de nouveaux techniciens et puis la mise en place d'un système d'information du laboratoire spécifique au Covid. Donc finalement, l'impact de la pandémie sur le LCV a révélé l'importance de la coordination entre les multiples partenaires et du soutien envers les professionnels de santé qui ont dû affronter plusieurs défis et contraintes. Je vous remercie.